Bonjour à tous. Euh, Bienvenue à ce talk intitulé Art et entropie du chaos dans ton front-end. Je vais commencer par me présenter, si ça fonctionne. Yes. Je m'appelle Thibaut Courtoison, je suis Engineering Manager chez October et je suis aussi enseignant et speaker en parallèle. Vous pouvez me trouver sur Twitter avec @errorname_. Avant de commencer ce talk, je vais vous poser une question. Est-ce que vous connaissez le kintsugi? Levez la main si vous connaissez le kintsugi. Il y en a quelques-uns, c'est intéressant. Le kintsugi, il s'agit d'un art ancestral japonais de réparation de céramique et de porcelaine à l'aide de lacs saupoudrés d'or. En tant que philosophie, le kintsugi, ça va traiter de la casse et de la réparation comme faisant partie de l'histoire d'un objet, plutôt que comme quelque chose à déguiser. Et durant la période d'apparition du kintsugi, aux alentours du XVe siècle au Japon, les collectionneurs adoraient tellement le rendu qu'ils cassaient eux-mêmes leurs céramiques pour les faire réparer au kintsugi. Au fil des années, le kintsugi, ça a évolué et ça s'est mêlé à l'art contemporain. On peut notamment citer les œuvres de Jan Vorman, qui utilise des Legos pour réparer des murs dans le paysage urbain. Mais aussi l'œuvre de Rachel Sussman, qui utilise la laque d'or pour réparer le bitume. Et donc, le kintsugi a pu s'éloigner de son schéma original pour s'adapter à un nouveau support. Un nouveau support, et pourquoi pas, le web. Car, posons-nous la question. Est-ce que notre web app est parfaite, sans bug, sur tous les navigateurs, dans toutes les tailles de responsive, accessible? Non. Mais est-ce qu'elle a besoin d'être parfaite? Non plus. Elle a seulement besoin d'être résiliente, de fonctionner quoi qu'il arrive. Elle peut être cassée et fonctionnelle, elle peut être cassée et belle, telle une céramique réparée au kintsugi. Ça fait envie. Mais alors, comment on va s'y prendre pour que notre application soit résiliente? Eh bien pour ça, on va utiliser le Chaos Engineering. Encore une fois, qui ici a entendu parler du Chaos Engineering? Il y en a déjà plus. Je pense que c'est aussi ce qui vous a intéressé pour venir à ce talk. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça a été inventé par Netflix en 2011 et cette pratique fait le parallèle dans la science avec la théorie du chaos, qui est l'étude de l'évolution de l'entropie, du désordre, d'un système. Le but, c'est d'évaluer la réaction d'un système suite à la perturbation intentionnelle de ce système. Par exemple, on va faire intentionnellement crasher un serveur et on va regarder comment réagit l'infrastructure. Va-t-elle passer les requêtes sur d'autres serveurs? Va-t-elle redémarrer un serveur et rediriger le trafic? En combien de temps? Globalement, on pète des trucs et on regarde. L'intérêt, c'est qu'au lieu d'attendre que ça pète pour vérifier que l'infrastructure tiendra le coup, eh bien on le fait nous-mêmes. Et on s'améliore comme ça, en apprenant comment notre infrastructure réagit au chaos. Et là où ça atteint le next level, c'est que Netflix, eh ben, ils font ça en production. Ils pètent régulièrement leur infrastructure, jusqu'à plusieurs fois par jour, pour vérifier que tout fonctionne bien. Et ça les a poussés à mettre des dispositifs et des process de restauration automatisés super évolués, à tel point qu'ils sont capables de redémarrer des régions entières dans leur infrastructure en quelques secondes à peine, sans intervention humaine. Ce qui est assez ouf, il faut le dire. Regardons plus en détail ce que ça nous apporte, le Chaos Engineering. Premièrement, ça va nous permettre de découvrir et d'identifier des faiblesses de notre infrastructure dans un environnement contrôlé. Contrôlé parce que, vu qu'on sait ce qu'on a intentionnellement cassé, on peut facilement le réparer si on voit que ça dégénère un petit peu trop. Deuxième chose, ça va être les interdépendances. Ça va nous permettre de mieux comprendre les interdépendances des composants de notre système. Pour ça, je vais vous parler d'un exemple qu'on a eu chez October. Chez nous, on a un serveur qui est un petit peu legacy, qui nous permet de faire pas mal de choses. Il fait de la génération de PDF, il fait aussi par exemple de la GeoIP. La GeoIP, c'est on lui donne une adresse IP et il va nous donner plus ou moins la localisation de cette adresse IP pour dire bah, ça c'était genre à Montpellier ou ça c'était en Corée du Nord par exemple. Et c'est utile d'un point de vue sécurité parce que si justement notre utilisateur qui d'habitude se connectait tous les jours depuis Montpellier, un jour il se connecte en Corée du Nord, on se dit peut-être qu'il y a un problème.
Et donc ce serveur-là, voilà, il fonctionnait, c'était très bien, on avait bien testé l'intégration de ce serveur-là dans notre application, s'assurer qu'est-ce qui se passe s'il nous renvoie donc une bonne information, qu'est-ce qui se passe s'il nous renvoie une erreur, etc. Et puis un jour, l'hébergement de ce serveur prend feu. Je ne dirai pas où il était. Et il s'avère que, sans qu'on comprenne pourquoi, plus aucun de nos utilisateurs ne pouvait se connecter à notre plateforme. Pourtant, la plateforme, elle était séparée. Ça, c'était juste de la GeoIP, c'était juste de génération de PDF, etc. Et en fait, il s'avère que on avait bien testé pas mal de choses avec ce serveur-là, mais on n'avait pas testé qu'est-ce qui se passe si ce serveur ne répond pas. Et en fait, on avait des connexions vers ce serveur sans timeout. Ce qui veut dire qu'on avait la connexion, on n'avait pas de réponse, mais c'est pas grave, on continuait d'attendre qu'il nous réponde. Sauf qu'il est en train de cramer. Et donc, on a une connexion, une deuxième, une troisième. À chaque fois qu'un utilisateur essayait de se connecter, on faisait de la GeoIP, et donc on s'est auto-DDoS parce qu'on ne terminait jamais les connexions à notre serveur. Et donc ça, c'est un exemple de comment le Chaos Engineering aurait pu nous permettre de découvrir cette interdépendance. Ensuite, ça va nous permettre de nous aider à avoir confiance dans les capacités de notre système à survivre à des cas réalistes, des conditions réalistes. Parce que comme je vous ai dit, on a beau tester, oui, une erreur 200, une erreur 400, une erreur 500, mais les cas réalistes, c'est notre serveur, il ne répond plus parce qu'il crame, encore une fois. Et est-ce que vous préférez attendre d'être appelé un dimanche matin à 7 h parce que votre application est down, ou est-ce que vous voulez préférer la casser vous-même en semaine, en début d'après-midi, quand vous êtes bien chaud pour réparer en cas de souci? Évidemment, la réponse est plutôt simple. Et enfin, dernier point, ça va vous forcer à mettre en place des Disaster Recovery Protocols, des protocoles de récupération en cas de désastre. Parce que, évidemment, si vous allez vous-même casser votre infrastructure, avant de faire ça, vous allez quand même vérifier est-ce que je suis capable de la réparer facilement? Est-ce que je suis capable de remettre le backup de la base de données sur une nouvelle base de données? Est-ce que d'ailleurs, je fais des backups? Est-ce que cette backup a été testée récemment? Etc. etc. Et donc tout ça, faire du Chaos Engineering, ça nous force à réfléchir à ça et plus attendre qu'il y ait un désastre pour se rendre compte qu'on avait des problèmes. Bon, donc ça, c'est ce qu'on trouve dans la plupart des ressources qui existent sur le sujet du Chaos Engineering, que ce soit des talks, des livres, de documentation, etc. Mais le problème, c'est que dans tout ça, toute cette ressource, on ne parle que d'infrastructure. Et donc, je me suis posé la question, et pourquoi on ne pourrait pas, cette fois-ci, l'appliquer au front-end? Car vous avez beau avoir une infrastructure ultra résiliente, des load balancers dans tous les sens, de la redondance, etc. Si votre front-end est buggé, votre utilisateur s'en fiche. Toute son expérience utilisateur sera négative. Et donc, comme je vous le dis, il n'existe pas de ressources sur le sujet du Chaos Engineering appliqué au front-end. Il n'existe pas non plus d'outils ou de toolbox tout en un pour le faire. Et donc, ce que je vais vous présenter dans la suite de ce talk, c'est expérimental. On va voir ensemble jusqu'où on peut pousser le concept. Si on reprend les bases d'une expérience de Chaos Engineering, ça s'applique en 4 étapes, comme une expérience scientifique. Premièrement, on va définir l'état nominal de notre système. Dans le cas de Netflix, l'état nominal, ce serait un utilisateur est capable de se connecter à la plateforme. Un utilisateur est capable de regarder le dernier épisode de The Witcher. On va ensuite émettre une hypothèse de continuité de l'état nominal durant l'expérience. C'est-à-dire qu'on va dire, pendant notre expérience de Chaos Engineering, on fait l'hypothèse que même si je casse des choses, mon utilisateur va toujours pouvoir se connecter à la plateforme, mon utilisateur va toujours pouvoir regarder le dernier épisode de The Witcher. Et pour ça, on va utiliser 2 groupes. Un groupe témoin, pour lequel on ne va rien faire, et un groupe testé, sur lequel on va appliquer notre expérience de Chaos Engineering. Troisième étape, la plus fun, créer intentionnellement une perturbation reproduisant un événement réel, par exemple un serveur qui crache. Et enfin, la dernière étape, on va comparer les états des 2 groupes et on va essayer de réfuter l'hypothèse émise plus tôt. On va essayer de prouver que ce que je viens de faire en crachant mon serveur a eu un impact négatif et que l'utilisateur n'était plus capable de se connecter sur l'application et n'était plus capable de regarder le dernier épisode de The Witcher.
Et si on arrive à faire ça, eh bien on vient de prouver qu'il y a une défaillance dans notre système. Et donc notre but, ça va être d'appliquer cette expérience au chaos engineering, mais cette fois-ci au front-end. Pour les étapes 1, 2 et 4, ça ne change pas trop du chaos engineering classique, et donc je vais plutôt me concentrer sur l'étape 3, et comment on peut créer des perturbations dans le front-end. On va avoir différentes zones de perturbation qui vont représenter pas mal de composants différents de ce qu'on peut considérer comme une application front-end. Déjà, on va trouver le plus régulièrement tout ce qui est requête HTTP, tout ce qui est network. Ça peut se représenter avec un réseau 3G qui est lent, avec une Wi-Fi instable, avec un CDN qui ne répond pas, etc., etc. Et on va voir ça de manière réelle en perturbation par soit des requêtes HTTP très lentes, ou même qui ne répondent pas. Et on peut se dire, oui, bon, c'est pas très grave, mais on a envie de savoir quel impact ça peut avoir sur une autre application, justement, d'avoir des requêtes qui ne répondent pas sur notre application. Et donc pour ça, je vais vous montrer un exemple. Ça va être sur GitHub. Si j'y arrive. Oh, bon, ça pas grave. Donc nous voici sur l'application GitHub, sur le repo de React. Si j'ouvre mes networks, hop, et que je rafraîchis, je vais voir que GitHub fait pas mal de requêtes dans tous les sens pour charger son application. Et notamment, on va voir pas mal de choses ici. Hop, si je mets les headers. On va voir pas mal de JavaScript et de CSS qui viennent d'un site qui s'appelle github.githubassets.com. C'est probablement ce qu'on appelle leur CDN, leur Content Delivery Network, qui leur permet de charger rapidement du JavaScript et du CSS dans leurs applications. Et on va se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe si leur CDN ne répond plus? Eh bien pour ça, on peut faire ça facilement en faisant un clic droit sur notre requête et on va bloquer le domaine de la request. Et maintenant, je vais rafraîchir sur GitHub et je vais essayer de voir qu'est-ce qui se passe. À votre avis, est-ce que ça va complètement cracher ou est-ce que ça va afficher des choses? Eh bien, on va tester ça. Alors, on va se rendre compte de deux choses. Hop, je suis en train de perdre mon micro. Ok, on se rend compte de deux choses. Premièrement, c'est moche. Mais deuxièmement, et quand on regarde d'un petit peu plus près, eh bien on se rend compte que GitHub est fonctionnel. C'est-à-dire que je peux continuer de me balader dans GitHub, de regarder les différents dossiers du repository React, et voir par exemple, tiens, rectangle.js, hop. Et on a ici le code source de rectangle.js. Et donc, GitHub, malgré le fait que leur CDN ne répond plus, malgré qu'il n'ait plus du tout de JavaScript ou de CSS, eh bien l'application fonctionne. Et c'est tout ce qu'on lui demande en fait. Même si, effectivement, un petit peu plus joli, ce serait cool. Et là, je vous mets au défi pour, si vous avez des applications en single page application, c'est-à-dire vous balancez JavaScript et ensuite ça charge avec React, Vue, Angular, etc. Est-ce que vous, si jamais votre JavaScript ne répond pas, est-ce que votre application reste utilisable? La mienne ne l'est pas. Revenons sur la suite de mes slides. OK. Comment, donc, ça c'est une perturbation du monde réel. Comment on va faire pour l'induire de manière intentionnelle? Eh bien pour ça, on va pouvoir le faire de manière programmatique en proxifiant XHR et Fetch, qui sont des API natives JavaScript, et on va manuellement ralentir ou même mettre en erreur nos requêtes. Voici un exemple de ce à quoi ça pourrait ressembler. On va remplacer window.fetch par, on va rajouter un petit peu de random, donc une chance sur deux pour qu'on rajoute un délai d'environ entre 0 et 3 secondes.
Et ensuite, on fait un setTimeout avant de réellement appeler la vraie méthode fetch. Et on a même une chance sur 100 pour dire que, bam, en fait, il y a une erreur dans la requête HTTP. Et ainsi, en mettant ça en place sur vos applications, eh bien, vous allez vérifier qu'est-ce qui se passe si mon application, il y a certaines requêtes qui vont mettre beaucoup plus de temps à s'afficher. Est-ce que vous affichez un loader? Est-ce que c'est une page blanche? Et même s'il y a des requêtes qui sont en erreur, parfois, quand on affiche par exemple un dashboard, on va récupérer, faire 4 ou 5 calls HTTP vers mon serveur. Qu'est-ce qui se passe si un de ces calls ne fonctionne pas? Est-ce que vous avez un processus qui réessaie ce call quelques secondes après? Est-ce que vous affichez quand même une partie avec un petit message d'erreur pour dire « Ah, les données sont incomplètes », etc., etc. Ça, c'est le genre de choses qu'on aimerait pouvoir tester. Zone de perturbation suivante. La localization. Donc la localization, c'est tout ce qui est lié aux différentes langues, que ce soit français, anglais, espagnol, etc., mais aussi avec des problématiques de langue qui se lisent de droite à gauche, des problématiques de police de caractères, des problématiques d'espacement, etc., etc. On va pouvoir donc voir ces perturbations dans le monde réel avec, comme je le disais, des langages qui se lisent de droite à gauche, mais aussi avec des langages qu'on appelle verbeux. Qu'est-ce qu'un langage verbeux? Prenons un exemple. Ici, un bouton à la Duolingo avec écrit « Click me ». Donc ça, on m'a demandé de faire ça, le designer m'a dit « Ah tiens, j'ai un bouton bleu comme ça, il faut que tu le fasses, il y a écrit « Click me » dessus, super ». Je l'ai fait. Je le mets en production, et sauf que mon application, elle utilise plusieurs langages. Et là, mon utilisateur roumain, il va voir ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, développeur, j'utilise tout le temps ma machine en anglais, à la limite en français, et mon bouton, je lui ai mis une taille fixe, 300 pixels, parce que oui, ça rentre, Click me, c'est pile la taille. Sauf que j'ai pas pensé que mes utilisateurs, ils peuvent voir une autre langue, et que donc, ça peut s'afficher de manière beaucoup plus grande que ce qui était prévu dans le design initial. Je repère mon micro. Ok, c'est mieux. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'il va falloir prendre en compte. Et pour retourner sur les langages verbeux, j'ai voulu analyser un petit peu plus quelles étaient les grosses différences. Genre là, c'est un exemple que j'ai choisi moi-même, Click me, Faceti, Click Pmine, il y a une grosse différence. Mais j'ai eu envie de voir, est-ce que il y a vraiment des grosses différences sur les langages? Et donc, j'ai regardé ça sur notre application chez October. On est présent dans 5 pays et on a aussi la langue anglaise. Et j'ai voulu regarder dans toutes nos phrases, quelle était la différence entre ces langages-là, en comparant avec l'anglais, donc avec un ratio de 1. Pour le néerlandais, il y avait un ratio de 1,10, ce qui fait déjà une grosse différence. Ça veut dire que pour une phrase qui fait 100 caractères en anglais, en moyenne, il faut rajouter 10 caractères supplémentaires en néerlandais pour dire la même chose. Pour l'espagnol, c'est 12% de plus, italien 13%, français 16%, et allemand 19%. Ce qui commence à faire un gros écart. Et j'ai voulu aller plus loin, j'ai voulu voir quelle était notre plus grosse différence pour une même phrase entre nos langages. Et je l'ai trouvé sur ID card. ID card en anglais, ça fait 7 caractères en comptant l'espace. Ouais. En néerlandais, c'est ID card. Espagnol, DNI. Et là, déjà, on voit des petites différences et que cette fois-ci, c'est l'espagnol qui est plus court. Italien, documento d'identità. Déjà, ça fait assez gros. En français, pièce d'identité. Et là, en allemand, Personalausweiskopien von allen Wirtschaften. Bref. Il s'avère que j'ai trouvé un bug dans notre application. On ne demandait pas seulement la pièce d'identité, mais la pièce d'identité de tous les gérants de l'entreprise qui possèdent au moins 25% des parts de l'entreprise. Bref, j'ai voulu regarder la vraie grosse différence sur la vraie deuxième grosse différence dans notre application, et je l'ai trouvé cette fois-ci sur Interim Financial Statement, état financier intermédiaire. Et là, cette fois-ci, les Allemands, ils ont fait très concis, BWA. Et donc, ça montre que pour une même phrase, on a parfois des gros écarts. Et que si vous avez un bouton avec écrit Interim Financial Statement, eh bien, vous pouvez vraiment avoir seulement 3 lettres ou une trentaine de lettres pour exactement la même chose dans différentes langues. Et donc, il faut vraiment prendre ça en compte
dans le développement de vos applications, et même en amont, au niveau des designers, de prendre ça en compte pour se dire « Attention, peut-être qu'en fait, ce que je design, il faut que ça soit capable de s'adapter bien à toutes ces langues. » Comment on va pouvoir tester ça et induire ça de manière intentionnelle, toujours dans cette idée de chaos engineering? Eh bien pour ça, on va utiliser ce qui s'appelle la pseudo-localization. La pseudo-localization, c'est quelque chose qui a été inventé par une personne qui, je crois, était chez Netflix et qui ensuite est allée chez Spotify. Et en fait, c'est un petit package qu'il a créé et qui va pouvoir rajouter à notre application des caractères supplémentaires sur toutes nos phrases. Et l'intérêt, c'est que ce n'est pas des caractères random, c'est que c'est des caractères qui vont nous permettre de quand même continuer de lire et de comprendre ce qu'il y a sur notre application. Par exemple ici, avec currents, et current, mais avec des diacritiques, donc les accents, les cédilles, etc., des voyelles supplémentaires, etc. Et donc ça augmente la taille de nos phrases, ce qui nous permet de tester que ça fonctionnera bien avec une langue plus verbeuse, tout en nous laissant, nous, anglophones, la possibilité de comprendre ce qu'il y a sur notre application. Et donc je vais vous faire une petite démo à quoi ça ressemble. Pour ça, je vais le faire cette fois-ci sur le site du DevFest Nantes, qui était un bon exemple pour justement montrer en quoi c'est important de voir comment ça peut gérer. Donc ici, le DevFest Nantes, on a le planning qui était le 21 octobre dernier. Et ce que je vais faire, c'est que je vais intégrer... Alors, c'est ça. Je vais intégrer un élément script, je vais ajouter pseudo-localization que j'ai auto-hébergé. Yes, ici. .head, il doit être quelque part. OK. Voilà, donc là, je viens d'ajouter pseudo-localization, le package, sur mon site web. Et ça me permet maintenant de pouvoir accéder à pseudo-localization start, stop. Et je vais le démarrer. Et voici à quoi ressemble maintenant mon application, mais avec la pseudo-localization. Et on va voir plusieurs choses, c'est que c'est pas super bien géré. On peut voir que justement ici, on revient sur cette notion de bouton qui a une taille fixe, avec ici du texte qui dépasse en dessous s'il est un petit peu trop grand. Idem ici, on n'a pas prévu que le titre, il pouvait faire plus de 5 lignes, donc probablement que ça avait été géré de manière un petit peu hard-codée. J'espère qu'ils vont me rappeler et qu'ils ne vont pas m'en vouloir DevFest Nantes. Et donc, ça c'est un exemple de comment ce package-là, pseudo-localization, peut m'aider à trouver des problèmes dans mon application. Allez. Troisième zone de perturbation, on va trouver les timers. J'imagine que pour vous, 1 seconde, c'est égal à 1 seconde. Ça paraît logique, surtout dans la physique classique. Et pourtant, il s'avère que parfois, nos timers, eh bien, ils vont être ralentis. Donc nos timers, que ce soit set timeout ou set intervalle, ils peuvent être ralentis par le navigateur. Pourquoi? Parce que votre application, elle est dans un onglet que vous n'avez pas regardé depuis un petit moment, et pour des raisons de performance, votre navigateur va dire, en fait, tout ce set intervalle que tu me fais faire une action toutes les 500 millisecondes, en fait, non, je vais dire que c'est toutes les minutes. Et là, est-ce que vous avez prévu, au niveau de votre application, que cette action que vous pensiez être sûr que toutes les 500 millisecondes, elle se faisait, eh bien, elle va quand même continuer à se faire toutes les 500 millisecondes. Si ce n'est pas le cas, il faut mettre en place des processus de resynchronisation avec la vraie heure. Comment on va pouvoir tester ça de manière intentionnelle? Eh bien, on va refaire un peu ce qu'on avait fait pour les requêtes HTTP. On va proxifier set timeout et set intervalle pour ajouter une chance sur deux de rajouter un délai de entre moins 500 et 500 millisecondes. Et avec ça, eh bien, tous vos timeouts, tous vos set intervalles vont ne pas être exactement ce que vous leur aviez demandé d'être en termes d'intervalle. Quatrième zone de perturbation, historique. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, comme moi,
d'être en train de déclarer vos impôts ou certains trucs sur une administration publique avec des formulaires immenses. Vous passez une demi-heure à tout remplir. Et juste avant de valider, fausse manip, vous revenez sur la page précédente. Grosse goutte de sueur. Et là, en revenant sur la page, eh bien, vous vous rendez compte que vous avez tout perdu. Pourquoi? Parce que le formulaire n'avait pas été sauvegardé. Pourtant, il existe plein de technologies de nos jours pour s'assurer que si vous revenez sur la page précédente, en fait, ça avait été stocké dans le local storage, et donc vous revenez sur la page et hop, tout est bien sauvegardé. Ou alors, ça peut être, imaginez un site de e-commerce, vous avez plusieurs étapes. Je choisis donc mon panier, je remplis mon adresse, je paye, j'arrive sur une dernière étape, etc. Est-ce que vous avez bien géré que si l'utilisateur revient sur une page précédente, eh bien ça ne casse pas le flow de votre application et que l'utilisateur ne se retrouve pas à devoir payer 2 fois le même item ou commander 2 fois, etc. Ça, c'est plein de choses qui peuvent jouer avec l'historique de notre application, qu'on sous-estime assez souvent quand on développe. Donc, comme je le disais, un utilisateur qui revient sur la page précédente alors qu'il faisait une action importante. Et donc, comment on va pouvoir, encore une fois, toujours dans cet aspect de chaos engineering, perturber ça de manière intentionnelle? Eh bien, on va, de manière purement aléatoire, purement chaotique, forcer notre utilisateur sur la page précédente ou la page suivante. Comment on va faire ça? On va faire un petit set intervalle et on va utiliser l'API native history pour faire une chance sur 100 que toutes les minutes, une chance sur 100 pour qu'on fasse un history.back ou history forward. Et avec ça, vous pouvez être sûr que s'il y a un flow dans votre application qui ne gère pas ça, eh bien votre utilisateur, il s'en rendra compte et il se plaindra auprès de vous. Encore 3 petites zones de perturbation. Le double-clic. Toujours notre utilisateur qui est... il faut rester bienveillant avec les utilisateurs, mais parfois, eh bien, sur le formulaire qu'on a développé, qu'on a passé beaucoup de temps, on le met en production, et puis en fait, l'utilisateur, il va triple-cliquer dessus, et qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'action est envoyée 3 fois? Est-ce qu'il vient de commander 3 fois cet article à 300 €? C'est le genre de choses qu'il faut prendre en compte. Toujours de manière chaotique, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, avec ces 6 lignes de code, on va forcer tous les clics de notre application à maintenant être des double-clics. Ce qu'on fait, c'est qu'on ajoute un listener sur l'action clic et 100 millisecondes après, on refait un clic exactement au même endroit. Et avec ça, encore une fois, si à un endroit de votre application, vous n'avez pas géré les double-clics, vous ne vous êtes pas protégé de ça, eh bien votre utilisateur, il le verra. L'accessibilité, toujours aussi important. Si dans votre application, vous avez mal géré l'accessibilité, notamment au niveau des contrastes et des couleurs, eh bien on peut s'en rendre compte assez facilement en mettant notre application en noir et blanc. Et pour ça, rien de plus simple, une ligne de CSS. Et je vais vous faire une petite démo pour vous montrer en quoi ça peut être problématique. Cette fois-ci, ça va être sur le site du Devoxx. Encore une fois, j'espère qu'ils m'en voudront pas. On est donc sur le planning du Devoxx, avec différents talks, et on peut se rendre compte qu'il y a un code couleur. C'est-à-dire qu'en orange, c'est une keynote, en vert, c'est une conférence, en rose, ça va être hands-on, etc., etc. Qu'est-ce qui se passe si maintenant, eh bien, mon application, elle est en noir et blanc? Je vais pouvoir tester ça facilement en regardant dans les elements, sur HTML, hop, et je vais rajouter filter Grayscale 1, qui correspond à Grayscale 100%. Et donc j'ai maintenant mon application en noir et blanc, et je suis incapable de savoir si Rendu 3D, la grande illusion expliquée par Thomas Guibert, est une conférence, un Birds of Feather, un hands-on, etc. Et donc c'est un problème d'accessibilité qui peut être trouvé très facilement en forçant notre application à être en noir et blanc. Et enfin, dernière zone, zone de perturbation que je vous présente, ça va être les viewports. On est développeur, on aime bien développer sur des grands écrans super larges qui nous permettent de tout voir et d'avoir d'autres applications à côté, etc. Sauf que nos utilisateurs, parfois, ils vont utiliser des tablettes, ils vont parfois utiliser des petits téléphones, ils vont, etc., utiliser plein de viewports différents. Et donc, il faut le prendre en compte. Eh bien, ce qu'on peut faire, c'est qu'on pourrait forcer
nos utilisateurs, même s'ils sont à un grand écran, on réduit totalement notre application, comme si c'était au format mobile, et on leur dit « Allez, vas-y, utilise-le comme ça ». Et ça, c'est un exemple de ce qu'on peut faire. Donc voilà là pour les zones de perturbation. Et maintenant, je vous imagine un peu comme ça, dans le sens, ok, il est super sympa ce mec, il m'a présenté plein de petits trucs dans tous les sens, mais comment je fais pour l'appliquer sur mon application? Parce qu'il y a plein de choses différentes. Eh bien, rassurez-vous, j'ai pensé à vous, et j'ai créé une extension navigateur, Chaos Frontend Toolkit, qui va vous permettre de reprendre toutes les expériences que je vous ai montrées jusqu'ici, et de les appliquer sur votre application, en un clic. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Si on revient par exemple sur le site du DevFest Nantes. Après avoir installé l'application, vous avez le navigateur, pas le navigateur, l'extension navigateur, merci. Vous allez pouvoir trouver dans vos DevTools un petit onglet qui s'appelle Chaos. Et là-dessus, vous allez retrouver donc tout ce dont je vous ai parlé, avec la possibilité de mettre en échec des requêtes. Je ne vais pas mettre celui-là, je vais plutôt mettre la pseudo-localization, et on va pouvoir l'appliquer en un seul clic, si ça veut bien charger. Super l'effet démo. Pseudo-localization. Yes, je rafraîchis. Ça marchait tout à l'heure, c'est cool ça. Je vais essayer sur un nouvel onglet. Nantes. Pseudo-localization. Ça marche. La pseudo-localization. Merci. Donc vous avez la pseudo-localization, mais vous avez aussi donc, ce que je vous ai montré plus tôt, la possibilité d'avoir les doubles clics, l'accessibilité. Donc vous allez pouvoir, idem, mettre votre site en noir et blanc en un seul clic. Et vous avez, en plus de ça, une expérience dont je ne vous ai pas encore parlé, qui s'appelle Gremlins, qui est vraiment marrante. C'est un package qui a été développé par Marmelab. Et en fait, ça va, en cliquant là-dessus, vous allez envoyer une horde de gremlins sur votre application qui va cliquer partout, rentrer du texte partout, faire plein de choses sur votre application et vérifier comment elle réagit. Voici un peu à quoi ça peut ressembler. Voilà. Évidemment, ça clique sur les liens aussi. Donc voilà, ça va être assez intéressant cette expérience-là parce qu'en plus de ça, ça peut trouver des problèmes de performance. Donc là, il n'en a pas trouvé, mais parfois, ça va indiquer dans la console pour dire « Attention, l'application est devenue unresponsive parce que j'ai cliqué sur plein de trucs à la fois et ça a un peu freeze. » Donc voilà pour cette expérience qui est assez intéressante et que je vous conseille aussi d'utiliser. Et c'est aussi une librairie NPM, si jamais vous voulez en faire quelque chose, c'est open source, faites-en ce que vous voulez. Et donc maintenant, je vous ai présenté ça, je vous ai présenté une façon simple d'appliquer ça en production, et donc maintenant, je vous vois comme ça, genre « Yes, je vais rentrer dans ma boîte et je vais tout péter ». Mais avant de vous laisser, je vais vous demander d'écouter les paroles de Tissaia De Vries. Magic is organizing chaos. And while oceans of mystery remain, we have deduced that this requires two things: balance and control. Without them, chaos will kill you. Et comme le dit très bien Tissaia De Vries de la série The Witcher, que je vous conseille, la magie consiste à organiser le chaos. Et cela demande deux choses, balance et contrôle. Sans ça, le chaos vous tuera. Effectivement, tout d'abord le contrôle. Il ne faut pas oublier que le chaos engineering, c'est une méthode d'expérimentation. Il faut mettre en place des limitations à cette expérience sur un système donné et un temps donné, en respectant les 4 étapes: état nominal, hypothèse, perturbation, comparaison. Et enfin, balance. Le chaos doit être suffisamment présent pour tester la résilience de votre système, mais pas trop présent, car il peut perturber les utilisateurs. Et on arrive là à ce qui, je pense, est la limite du chaos engineering appliqué au front-end.
Dans les expériences de Netflix avec le Chaos Engineering, même si c'était en production, les perturbations sont quasi invisibles aux utilisateurs, car tout se passe en back, dans l'infrastructure. Mais en front, l'utilisateur sera forcément impacté par les perturbations que j'ai citées plus tôt. Et je pense donc qu'il est impossible, du moins très compliqué, de mettre ça en production. Et dans le meilleur des cas, ce sera plutôt utilisé dans les environnements de test ou de staging. Mais vu que le Chaos Engineering appliqué au front-end, ça n'a jamais été fait, pourquoi ne pas être précurseur et voir ce qu'on peut en faire? Appliquons la philosophie du kintsugi, traitons la casse et la réparation comme faisant partie de l'histoire de notre application, plutôt que comme quelque chose à déguiser. C'est la fin de cette présentation. Merci de m'avoir écouté.